Bonjour. Pierre Guerrier et Jean-Jacques Raffi vont venir nous rejoindre. Alors, comme vous le savez, chez Melsion, on s'intéresse avant tout aux personnes, aux entrepreneurs, avant de s'intéresser au business. Et comme vous le savez aussi, on est généraliste, c'est-à-dire qu'on traite toutes les problématiques des entrepreneurs avec qui on travaille, que ce soit des problématiques capitalistiques, d'association, de marketing, etc., etc. Maintenant, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, les aspects, les préoccupations personnelles des dirigeants sont quelque chose dont on discute énormément. Et pour cela, le plus souvent, quand on aborde des problématiques assez techniques, on fait appel à des spécialistes. Donc je vous présente aujourd'hui deux personnes de AG2R La Mondiale qui vont nous parler des préoccupations des chefs d'entreprise sur les aspects rémunération, les aspects patrimoniaux, les aspects protection sociale, aussi bien de leurs propres personnes que de leurs salariés. À ce fait, il va y avoir une petite phase où il va falloir voter. Donc, vous devriez avoir dans votre étiquette deux petits cartons rouges et verts. Et si vous ne les avez pas, il y a une hôtesse là-bas qui en a des petits cartons complémentaires qui vous permettront de participer à ces votes. Je vous remercie et je passe la parole à Pierre Guerrier et Jean-Jacques Raffi. Merci. D'abord, ravi d'être parmi vous pour notre première avec vous. On a effectivement rencontré Melsion il n'y a pas très longtemps et on a bien accroché sur cette logique de finalement d'être là pour parler de vous. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant les un quart d'heure, 20 minutes qui nous sont impartis. Effectivement, on va parler de vous et de vos questions pour demain. On était depuis tout à l'heure aussi pas mal dans la projection. Finalement, ces questions pour demain, pour moi, en travers de moi, entrepreneur, moi avec mon entreprise, moi et ma famille, moi et mon patrimoine. Finalement, c'est quoi mes questions pour demain? Et au-delà de ces questions, où j'en suis par rapport aux réponses apportées, les miennes, et puis bien sûr aux solutions qui sont les miennes, de ce que j'ai fait et puis de ce que j'aurai à faire. Et donc, on va le faire court, hein, parce que sur un quart d'heure, 20 minutes, on avait fait un check sur 10 questions, 50 ou 100. On nous a dit 10, ça sera bien pour démarrer, donc on fera 10 pour aujourd'hui. Et voilà, et on a même fait 8. Donc juste avant le pourquoi, hein, qui est, on est bien d'accord, le plus important, qui nous sommes en deux mots. Moi, AG2R La Mondiale, un groupe de protection sociale. Et derrière ça, finalement, deux chiffres, deux éléments. On parlait tout à l'heure de centenaire, effectivement, nous aussi, 1905, la création de La Mondiale. Pourquoi La Mondiale? Ce sont des entrepreneurs du nord de la France, dans le textile, qui se sont regroupés à 3 pour pouvoir assurer leurs salariés, notamment sur les arrêts de travail. Donc voilà le début et l'essence, hein, et finalement l'ADN de notre groupe, qui est un ADN simple, qui est de dire finalement, c'est de protéger la rémunération des salariés, des entrepreneurs, donc en fait de tous nos concitoyens. Si je protège ma rémunération, je me protège moi, je protège ma famille, je protège mon patrimoine acquis ou celui que je suis en train d'acquérir. Donc voilà un petit peu l'essence et l'ADN du pourquoi finalement on va avoir développé un réseau de distribution. On est aujourd'hui, le groupe est constitué de 17 000 personnes. On assure d'une manière ou d'une autre un quart des entreprises en France, hein, que ce soit au travers des régimes Arco-Agir ou au travers bien sûr des régimes supplémentaires. Mais voilà, au-delà de ça, avant tout, la protection sociale du dirigeant, de ses salariés. Aujourd'hui, on va faire un focus. Je vais vous présenter très rapidement les 3 écosystèmes, mais on va faire un focus bien évidemment plus fort sur vous en tant qu'entrepreneur, puisque c'est le sujet du jour. Donc, effectivement, un sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui est important, qui est vous, votre entreprise et vos salariés. On en a parlé tout à l'heure un petit peu avec le droit. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, il y a énormément de contraintes réglementaires qui sont de plus en plus prégnantes. Donc, suis-je en conformité? Comment puis-je faire aussi pour, avec mes salariés, intégrer dans cette rémunération leur protection sociale la meilleure possible, la plus équilibrée possible, de manière collaborative aussi, hein. Donc, c'est des vrais sujets sur lesquels, bien évidemment, on est en capacité de travailler. Deuxième sujet qu'on va aborder plus précisément avec Pierre. Tu peux passer? C'est vous, votre famille et votre entreprise. Vous êtes riche de vos patrimoines privés, professionnels, et on va voir aussi de votre patrimoine social. La protection, finalement, c'est un besoin primaire.
c'est de se protéger. Et dans cette protection, on va voir qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la protection, et puis après, il y a le niveau de l'optimisation. Et donc, on va regarder ensemble quelles sont les questions qui peuvent se poser aujourd'hui à vous et qui font qu'on va pouvoir développer, gérer les solutions en adéquation avec ce niveau d'accompagnement et ce niveau de conseil qui est nécessaire. Et puis le troisième, on ne l'abordera pas non plus aujourd'hui, mais c'est un petit peu comme mes cheveux blancs. On parle beaucoup aujourd'hui de silver economy. Effectivement, on est de plus en plus nombreux à avoir 55 ans et plus en plus nombreux à être sur une fin de carrière, mais avec aussi une vie en plus. Donc cette vie en plus, comment je la prépare ? Comment je protège mes ascendants, mes descendants? Comment je transmets? Et là aussi, il y a un certain nombre de questions à se poser pour demain et qu'on peut aussi anticiper avec des vrais leviers. Voilà un petit peu l'essence et notre manière d'aborder et d'accompagner le dirigeant sur ces trois écosystèmes. J'ai passé maintenant la parole à Pierre qui va vous parler justement de ces capitaux. Vous êtes riche de trois capitales. Ces capitales, voir comment on peut les protéger et les optimiser. À toi, Pierre. Et en fait, de façon très pragmatique, nous, on passe nos journées à rencontrer des dirigeants d'entreprise, en général des entreprises de petites structures, donc on discute avec des entrepreneurs. On est assureur vie, on s'intéresse donc aux personnes. Et en fait, au fur et à mesure de nos rencontres, on s'est rendu compte qu'il y a quand même un constat universel. Dans cette salle, il y a beaucoup d'entrepreneurs, vous êtes sur des activités différenciées, vous avez des modes d'exercice différenciés, il y a beaucoup de choses qui vous différencient, mais il y a en revanche un constat qui est complètement universel, qui s'applique à tous, et qui est un constat purement patrimonial finalement. Je ne vais rien vous apprendre, c'est juste pour cadrer un petit peu les choses. Vous êtes dirigeant d'entreprise propriétaire, ce qui signifie que tout ce que vous possédez dans ce bas monde, on peut schématiquement le décomposer en trois masses de patrimoine. Donc il y a évidemment l'outil de travail, tout ce que je possède à titre perso dans mon patrimoine privé, immobilier, financier, etc. Mais j'ai aussi une troisième masse qui est le patrimoine social. Ça c'est assez intéressant parce que le patrimoine social, on n'a souvent même pas conscience qu'il existe en fait. Et pour cause, il est complètement immatériel. Il n'existe pas visuellement, il n'est pas palpable d'ailleurs, il n'est pas accessible. C'est quoi le patrimoine social? Eh bien, c'est simplement un potentiel économique, c'est-à-dire que c'est un droit à revenu, sauf que ce revenu, il va exister uniquement s'il se produit un risque de la vie. Donc là, on commence à palper un petit peu de quoi on parle, mais c'est beaucoup d'argent. Ce matin, j'ai entendu une expression, la protection sociale, c'est de l'argent. Oui, clairement. D'ailleurs, on va en parler après. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, on va l'exprimer de façon claire. Voilà, donc tout ça, c'est du stock de patrimoine. Et évidemment, tout ça génère des flux de revenus. D'ailleurs, dans votre vie d'entrepreneur, vous passez votre temps à arbitrer sur ces différents flux. Est-ce que je vais plutôt prendre de la rémunération, qu'elle soit immédiate, différée, du capital, du travail, etc. Est-ce que je vais aller augmenter mes revenus patrimoniaux via l'augmentation de mon stock de patrimoine privé, etc. Qu'est-ce que je fais sur mes revenus sociaux? Mais le vrai enjeu, finalement, il est là, au bout du bout. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir un gros patrimoine. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gros revenus. C'est pas exactement la même chose, même si les deux sont très très liés. Parce que vos projets personnels sont directement liés à ce qui se passe ici. Et c'est vrai en situation d'activité, et c'est à plus forte raison le cas quand on n'est plus en situation d'activité. Bon, il y a aussi une autre chose qui est universelle, c'est ça. Alors c'est marqué fiscalité, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement dans ce schéma, qui soit horizontal, vertical, paf, on est sur le fait générateur, potentiellement, du déclenchement d'une fiscalité. Enfin, fiscalité, c'est pas exact, on devrait dire prélèvement de toute nature, parce qu'il y a souvent des prélèvements sociaux, enfin il y en a même quasiment à chaque coup, et parfois c'est même la plus grosse volumétrie du prélèvement. Bon, ça finance plein de choses, et tout ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est universel. Vous êtes tous dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous avez tous constitué trois masses de patrimoine, et vous vivez sur des revenus qui sont issus de l'un ou de deux, généralement moins de trois. Mais ça se passe comme ça. Bon. Du coup, à partir de ce constat, il y a plein de questions qui se posent partout. Quels arbitrages je vais faire? À quel moment? Pourquoi? Pour aller vers quoi? Qu'est-ce que je dois privilégier? Alors c'est là où on vous propose de bosser avec nous. Donc, on va sortir les petites fiches cartonnées, si vous voulez bien. C'est pas carton rouge, carton vert. C'est je suis plutôt d'accord ou je suis plutôt pas trop d'accord. D'accord? Alors, on y va. Première question, il y en a 8. On va faire vite. On va parler de statut et on va parler de rendement de la rémunération. On entend plein de choses là-dessus. On va dire dans le match, est-ce qu'il faut plutôt être gérant majoritaire, plutôt président de SAS? Il y a des gens qui ont des convictions, c'est parfait, c'est génial. Alors, est-ce que vous êtes sur cette affirmation? Le statut gérant majoritaire a été intéressant pour le rendement de la rémunération, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, c'est contrasté.
Alors, mais le fait que ce soit contrasté montre que déjà, il y a des sujets là-dessus. Bon, alors, pour vous donner des éléments de réponse, parce qu'à chaque fois, on ne peut pas partir dans des analyses techniques, pour vous donner des éléments de réponse, ça a été fortement le cas. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais ça reste encore le cas. D'accord? Donc, oui, du point de vue, je dis bien du point de vue du rendement de la rémunération, le statut gérant majoritaire aujourd'hui reste encore quelque chose d'assez efficace. Même avec le RSI d'aujourd'hui qui n'est plus, enfin qui existe encore. Le RSI, hein, vous avez compris, la réforme, elle n'est pas du tout systémique, hein, c'est une réforme de vitrine. On a supprimé le nom, c'est une réforme de gestion. D'accord? Donc les taux de cotisation sont strictement les mêmes. En revanche, ça devrait être normalement mieux géré. Question suivante. J'ai pas trop intérêt dans ma vie d'entrepreneur à trop faire évoluer mon statut. Parce que si je switch de l'un à l'autre, c'est pas trop bon pour mes droits retraite, parce que je vais en avoir un petit peu partout, et avoir des petits morceaux de retraite partout, c'est pas bon. Selon vous? Ah, c'est très contrasté aussi, hein. Mais ça, on sent que c'est pas top. On sent que c'est pas top. Alors, on a plein d'images dans la tête par rapport à tout ça. Et la réalité, on peut la voir très précisément dans chaque situation en faisant des études personnalisées. On n'a pas le choix, hein. C'est un vrai travail. Là, sur cette question, la réponse c'est plutôt non. C'est pas trop un problème. En fait, c'est un problème de lisibilité et de visibilité de vos droits. C'est-à-dire que ça devient compliqué. Plus vous avez eu des statuts, plus il y en a partout, effectivement. Plus ça devient un problème sur la compilation de vos droits, mais ce n'est pas un problème sur le montant global de vos droits, a priori. Hein. Info retraite, c'est suffisant pour y voir clair? Oui, vous recevez à peu près tous les 5 ans des documentations du GU Info Retraite. C'est bien. Ça matérialise votre patrimoine social, en fait. Hein. Mais c'est évidemment pas suffisant. En fait, pour nous, c'est une base de travail. Hein. Donc c'est un outil de travail. Il faut une étude personnalisée, on n'a pas le choix là-dessus. Il faut des outils puissants aussi, parce que le droit social, vous avez vu le droit du travail ce matin, très complexe. Le droit de la protection sociale, qui d'ailleurs n'existe pas en tant que tel, c'est pire. C'est pour ça que c'est un métier. Le dividende, aucun intérêt en ASRL, puisque si je prends du dividende en ASRL, je paye des charges sociales dessus. Donc, à la limite, de ce point de vue-là, il vaut mieux que je sois en SAS. Ah, c'est moins contrasté. Donc là, la SAS, elle gagne, hein, avec vous, hein, c'est certain. Et vous n'avez pas tort. Factuellement, si on regarde les choses, ça va coûter plus cher. Mieux vaut payer a priori 17,2 de prélèvements sociaux que 28-30% de charges. Attention, sur cette question-là, il est urgent de ne pas avoir de dogme. Parce que la réponse est beaucoup plus nuancée et complexe que ça. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend du montant du capital social, ça dépend des personnes du nombre de personnes que vous avez au capital et de leur nature. Ça dépend aussi de la ventilation que vous faites entre rémunération du travail et rémunération du capital. Ça dépend aussi du niveau de rémunération du travail qui peut vous mettre dans des tranches marginales. C'est très complexe, pas de dogme. Là-dessus, il n'y a pas très longtemps, je travaillais avec un expert comptable, on travaille beaucoup avec eux, bien évidemment, sur ces sujets-là. Il me disait, là où avant, allez, en un quart d'heure avec un client, j'avais déjà mon idée du statut ou mon idée de sa stratégie de rémunération. Il me dit, aujourd'hui, je ne réponds plus en un quart d'heure. Je m'interdis de répondre en un quart d'heure. Je fais l'étude et je réponds après, parce que je suis incapable d'avoir d'entrée le bon préjugé. Bon, après, l'assujettissement aux charges sociales dans SARL a fait la fortune de certains conseils. Hein. Bon, d'un point de vue assez généraliste, est-ce que je dois plutôt privilégier la rémunération du travail que du capital dans ma société? Vous êtes dirigeant propriétaire, vous pouvez piloter les choses. Vous avez ce choix-là. Où est-ce que je positionne le curseur? En gros, en un mot, est-ce que le dividende, c'est mieux que la REM? Ah, c'est intéressant, Jean-Jacques, on devrait faire ça plus souvent. Là aussi, c'est assez contrasté. Bon. Donc, le fait que ce soit contrasté, on est d'accord. Encore une fois, souvent la réponse, c'est ça dépend. Bon. En fait, ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il y a quand même une trajectoire de baisse de l'IS qui a été votée, qui va renforcer la traite du dividende, a priori. D'accord? Donc, vous mixez ça avec une flat tax à 30% qui nous a remis dans le jeu du marché, on va dire, sur le niveau moyen de taxation des revenus du capital, le dividende revient. Hein. En revanche, attention, c'est jamais la politique du tout ou rien. C'est-à-dire que du dividende, vous avez un risque de vous porter préjudice à long terme en vous portant un bénéfice à court terme. Sauf qu'évidemment, le préjudice long terme, on ne le voit pas.
Juste une question complémentaire du moment. Là, on n'est même plus dans demain, on est dans aujourd'hui. On parle beaucoup du PASS, du prélèvement à la source. Est-ce que par rapport à la stratégie de rémunération, il y a des impacts immédiats et des décisions à prendre? Et en plus, il faut mixer avec le PASS, s'il est maintenu. On a des petits doutes depuis dimanche. Oui, oui, bien sûr. Enfin, vous le savez, je pense, hein, le dividende va être taxé, hein, quoi qu'il arrive. En taux moyen, pas en marginal, mais en taux moyen, quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature de vos rémunérations par ailleurs. Et puis, il y a un mécanisme extrêmement complexe de contrôle pluriannuel pour voir si les dirigeants d'entreprise ne se sont pas alloués des gratifications surérogatoires. J'emploie le mot du texte, hein, c'est fou. On apprend plein de mots en fait, quand on lit les textes. Donc, il vous faut un travail de spécialiste là-dessus, hein, parce qu'il faut vraiment, plus que jamais, se faire accompagner pour piloter ses rémunérations sur l'exercice 2018. Ça, c'est très très clair. Année grise. Et on sait que la nuance de gris... hein. C'est ça. Alors, admettons, j'ai 4 000 euros de retraite, que je perçois, hein, net de prélèvements sociaux, ce que vous voulez. Du coup, mon patrimoine social, donc j'ai un flux de 4 000, mon stock de patrimoine social, si j'ai 4 000 euros de retraite, c'est 1 350 000 euros. En fait, là, vous ne pouvez pas répondre. Je vous demande juste un sentiment. Est-ce que ça vous paraît crédible ou pas? Ah, j'en vois qui lèvent les deux. Hein. C'est une réponse en soi. Hein. Ça veut ou dire j'en sais rien, ou peut-être. Alors, là aussi un élément de réponse. Oui, en fait, oui, c'est très crédible. C'est très crédible et c'est assez intéressant parce que quand j'entends ce matin la protection sociale, c'est de l'argent, clairement oui. 4 000 euros, c'est pas le bout du monde. Enfin, je vous dis ça, la retraite moyenne en France, elle est moins de la moitié de ça. Hein. Toutes choses égales par ailleurs, c'est pas le bout du monde. Bon, n'empêche que quand vous projetez ce flux mensuel qui est un revenu, je vous rappelle, garanti à vie, d'accord, c'est quelque chose qui va se calculer en projetant ça sur une espérance de vie réelle et pas estimée. Dans notre métier, on voit tout le monde se faire mourir beaucoup plus tôt que la normale. Et voilà, donc en euros constants, sans revalorisation, c'est beaucoup d'argent. Petite question rapide, est-ce qu'on sait combien ça coûte de construire un patrimoine de 1 350 000 ? Oui, on sait combien ça coûte, et ça coûte beaucoup moins. Vous avez, je pense, quasiment tous eu, à un moment donné, dans votre, ou par votre statut actuel, ou par votre passé professionnel, un statut cadre. Prenons la GIRC. Il y a un sujet sur la GIRC. Hein. On va voir dans la réforme des retraites, mais il y a un sujet. Le taux de rendement de la GIRC, c'est un placement de dingue. C'est 9,26. Ça veut dire que quand quelqu'un liquide une retraite cadre dans ce pays, on sait d'ores et déjà que ça va nous coûter beaucoup d'argent. C'est-à-dire que l'État, c'est-à-dire nous allons lui reverser beaucoup plus que ce qu'il aura obtenu en réalité, par le biais de ses cotisations. C'est comme ça. Donc, pour répondre à ta question... Donc deux leviers complémentaires. Un, effectivement, ça veut dire que je suis en fin de carrière, mais même avant la fin de carrière, je fais vraiment mon bilan de manière attentionnée sur ma carrière. Je peux très bien, sur des régimes obligatoires, économiser ou gagner 100, 200, 300 000 euros. Parce que je n'aurais pas oublié certains trimestres, parce que j'aurais pris ma retraite liquidée au bon moment en rapport de ma session d'entreprise, etc. Donc il y a un vrai conseil sur quand je pars, à quelle date, et d'optimisation des régimes obligatoires. Et je ne vous parle pas, bien sûr, des régimes supplémentaires. De la même manière, la réflexion est la même à l'inverse. C'est se dire, j'ai commencé à mettre en place un contrat, Madelin, peu importe, de retraite supplémentaire. Je mets 3 000 euros par an. Tiens, c'est beaucoup déjà. 10 ans, ça fait 30 000. C'est 30 000. C'est quoi par rapport à une année de votre revenu allez, on va faire simple, à 100 000. J'ai donc capitalisé en 10 ans un tiers d'une année de revenu pour peut-être me financer de manière supplémentaire 25 ans de retraite. Donc vous voyez aussi dans l'autre sens que de partir du capital, de ce que j'essaie de capitaliser pour le restituer sur mes 25 ans de vie en plus, c'est un vrai sujet si je veux être libre de mes actes et de mes actions. On avance, il nous reste 2 questions et la synthèse pour être dans les timings. Je paye des charges sociales, mais alors en tant qu'entrepreneur, c'est clair que je n'ai pas le même droit que mes salariés. C'est vrai ou pas? Bon, là, je pense qu'on est à peu près d'accord. Il y a beaucoup de verts. Et c'est généralement vrai, et c'est assurément moins. Mais avec plus de libéralité. Moins je cotise, hein, et ça dépendra aussi des caisses de retraite. Moi, je cotise de manière obligatoire. Alors certes, ce n'est plus obligatoire, c'est juste indispensable, mais plus j'ai la libéralité de construire, j'irai une protection sociale équilibrée qui est la mienne et non plus celle qui est collective.
Donc c'est un mix des deux qui est le plus judicieux, notamment pour l'entrepreneur. Ça se pilote. Si demain je suis dans l'impossibilité de poursuivre mon activité, que ce soit par accident, maladie, peu importe, un risque de la vie, d'accord, je dispose malgré tout de revenus de remplacement qui me maintiennent ma rémunération. T'as vu, il y a beaucoup de rouges. Ouais. Alors on va prendre les adresses mail de tous les rouges. Ouais. En fait, la réponse, on la connaît pas, c'est vous qui l'avez. C'est pour ça que c'était intéressant pour nous de la mettre cette question, c'est qu'en fait, nous, on n'en sait rien. Ça dépend de vous. Pourquoi ? Parce que vous payez des charges sociales de façon obligatoire. Dans l'intérieur de ces charges sociales-là, il y a certes des choses qui partent dans les caisses de retraite, mais pas que. Vous avez tous des droits à prévoyance. Vous cotisez pour ça. En revanche, il est assez compliqué d'accéder à l'information du à quoi j'ai droit par rapport à ça. Alors, quand vous allez chercher l'information, vous vous rendez compte que c'est complètement décorrélé de la réalité de vos revenus. Et on ne parle pas de 100 000 euros. Hein. Même à 30 000 euros de revenus, vous êtes déjà en dessous du niveau de protection, enfin vous êtes au-dessus du niveau de protection qui est offert par les caisses. Donc tout va dépendre de ce que vous aurez fait éventuellement vous, pour vous-même. Encore une fois, les choses se pilotent. Alors on continue, c'est une gradation du pire, après tout on est assureur, on peut. Hein, voilà. Alors imaginez que vous ne soyez plus là du tout, d'accord. Sur votre patrimoine, comment s'y ventiler entre vos ayants droit et puis les droits de succession, est-ce que vous en avez un ordre d'idée ? À peu près ou plutôt pas trop ? Alors on voit qu'on a affaire à des entrepreneurs qui seront quand même autourés un petit peu de conseils. Si vous posez cette même question à une assemblée de Français moyens, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est plus pareil. Hein. Bon. En revanche, vous êtes dirigeant propriétaire. Il y a des enjeux plus forts chez vous. Vous le savez. Parce que non seulement vous avez les enjeux classiques de la dévolution de votre patrimoine à vos ayants droit, qui touche quoi ? Vous avez ensuite le corollaire de ça, c'est combien coûte cette transmission-là. Mais vous avez évidemment la problématique de la transmission subie de l'entreprise. La transmission subie de l'entreprise, attention, hein, c'est 11% des transmissions dans ce pays. C'est pas 2-3%, c'est 11%. Et les transmissions non préparées, subies par cause de maladie ou accident, je ne vous raconte pas les dégâts. Donc il y a un problème aussi potentiellement sur la gouvernance de votre entreprise, voire sur sa pérennité même, surtout dans les petites structures. Est-ce que vous avez anticipé tout ça ? C'est ça la question à se poser. A priori, pour certains d'entre vous, oui. Oui, il y a certaines questions qui peuvent être des évidences, hein, qui peuvent être des évidences, mais je peux vous assurer que tous les mois, on rencontre des entrepreneurs qui ont monté l'entreprise il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, qui avaient avant, en tant que cadre, par exemple une couverture d'essai de 500, 600, 1 million d'euros en cas de décès pour leur famille, qui ont monté leur entreprise et qui ont 8 000 euros, capitaux d'essai du RSI, point à la ligne. Donc ces évidences-là, ces questions-là, de se les poser, de les valider, ça a un vrai sens. On finit juste avec la dernière. Vas-y, passe là. Juste, je crois que c'est la dernière. Juste sur ce sujet-là, il y a plein d'outils. Hein. En droit français, on n'a que des solutions. Et de différentes natures. Il y a les outils civils, bien sûr. Hein. Vous allez voir un notaire. Il va vous parler de legs testamentaire. Il va vous parler d'avantages matrimoniaux, de conventions matrimoniales. Vous avez aussi la problématique, la possibilité de donation partielle en nue propriété. Vous connaissez tout ça. Il y a aussi des solutions purement juridiques liées à l'entreprise. Les statuts, les pactes d'associés, les mandats de protection futurs. Il y a un panel de solutions qui sont énormes, et je le cite en dernier, mais ce n'est pas les moindres. Solutions assurantielles, de protection de l'entreprise elle-même via les assurances sommes clés, ou de protection en fait, du devenir de sa gouvernance et de sa composition familiale du capital, qui vous est cher, je l'ai entendu ce matin, via les garanties entre associés. Vous voyez, il y a beaucoup de solutions, mais là encore, il faut du conseil par rapport à tout ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'assurance vie au niveau du taux de revalorisation de l'épargne, mais avant tout, l'essence de l'assurance vie, c'est d'avoir la libéralité d'organiser sa dévolution successorale au-delà du droit réel. Juste pour finir, donc, on s'en va juste dessus. Finalement, on voit bien tout ce temps qu'on est. Vous avez besoin, bien sûr, d'un expert, d'un avocat, etc. De la même manière, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est l'accompagnement. Cet accompagnement en faisant de l'audit, en faisant finalement un accompagnement à la décision. Pour ça, on a un certain nombre d'audits que l'on fait avec, bien sûr, nos experts, qui vous permettent aussi bien sur la protection sociale, vous voyez, sur la conformité, sur le statut du dirigeant dont on en a parlé, le statut du conjoint, qui travaille ou pas dans l'entreprise, bien évidemment, conjoint au sens large, les audits de fin de carrière et de transmission des entreprises,
audit d'actualité, hein, la loi Pacte et toutes les autres lois, qu'est-ce qu'elles impactent pour moi et est-ce que j'ai des décisions à prendre en conséquence, hein, et bien évidemment l'audit patrimonial et financier. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut mettre, je dirais dans l'esprit d'ailleurs un petit peu de Melsion, dans le cadre d'un accompagnement à votre service, bien évidemment. Voilà. Donc on est à votre disposition aujourd'hui, bien sûr, et plus si affinité. Merci de votre attention. Merci Pierre, merci Jean-Jacques.